Et salut les managers, c'est le coach Tim et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo tuto qui va traiter de la progression des joueurs. Donc le but c'est que vous ayez tous les éléments en main pour comprendre et pouvoir ensuite vous lancer dans MFL avec une connaissance solide sur la progression des joueurs. J'ai déjà fait une vidéo sur tout connaître sur les joueurs, donc pour le coup c'était avant qu'ils annoncent la progression des joueurs. Elle n'est pas périmée, vous pouvez aller la voir, je vous la mettrai, mais sinon on peut la retrouver dans tous mes tutos sur la chaîne. Elle est importante pour comprendre comment marche le jeu au niveau des joueurs, mais là on va parler d'un autre volet qui est comment les joueurs évoluent dans le jeu. Ça a été annoncé au mois de juillet, date à laquelle j'ai fait la vidéo. Pour le coup, on sait que tout arrivera le 5 novembre, début de la saison 1 sur MFL. Je tenais à vous dire aussi, pour les joueurs, d'ailleurs, si vous êtes un nouveau joueur, quelqu'un qui n'est pas encore inscrit sur MFL et que vous hésitez à vous lancer, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description qui me permettra de bénéficier d'une carte ainsi qu'à vous après 17 $ d'achat sur des packs. Donc je vous invite à le faire si vous n'avez pas encore lancé votre aventure sur MFL, surtout parce que en ce moment il y a un pack gratuit lors de l'achat d'un pack club. Donc si vous voulez jouer en tant que propriétaire de club, vous avez une offre promotionnelle qui est arrivée avec le lancement de la saison 1. Pour un club pack acheté, vous obtenez un pack de joueurs gratuit, donc ça vaut vraiment le coup, c'est hyper intéressant, ça vous aide, ça vous fait des joueurs en plus. Au niveau du kick-off pack qui est offert actuellement, on va voir ça ensemble rapidement, mais vous voyez, vous avez un joueur commun avec 100% de chance, et vous pouvez avoir sur le deuxième joueur un commun, mais aussi une rareté supérieure, donc c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à vous lancer, c'est gratuit avec le pack club. Pour ceux qui prendront le pack club, c'est une petite offre qui reste pour la saison 1 pour marquer le coup. Et deuxième info, j'en profite pour vous dire que j'ai rajouté le lien du Discord MFL France, donc qui est la communauté française de MFL, en plus du lien Discord MFL. Je leur ai demandé leur autorisation, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. C'est une commu de mecs super sympas qui adorent le jeu. Et si vous êtes français, je pense que ça peut être très intéressant pour vous, que ce soit pour les achats, les ventes, les prêts, mais aussi pour discuter de MFL avec la communauté francophone, de rejoindre le forum Discord MFL France. Je vous mets le lien du Discord dans ma description, comme ça vous aurez tout pour les joueurs francophones qui veulent nous rejoindre, ils sont super, donc n'hésitez pas. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Au niveau de la vidéo, je me base sur deux choses, je me base sur l'annonce qu'ils ont fait, mais aussi sur le site, le white paper, donc le cahier blanc de MFL, où tout est un petit peu plus détaillé, on a plus de chiffres, on va dire, ça nous permet d'avoir une meilleure vision des choses. On va faire avec l'annonce, et quand on aura besoin de préciser certaines choses, on passera de l'une à l'autre des deux pages pour que vous ayez vraiment tous les éléments, même si le but, voilà, ça va pas être de vous lire et de lire tout ce qu'il y a dans le cahier blanc, c'est voilà, de faire un résumé, que déjà vous ayez les premières infos, mais si vous voulez plus d'infos, ce sera en barre de description, vous aurez juste à aller voir les liens, ça vous permettra de vous poser, de lire tout ça à tête reposée, si vous le souhaitez, après la vidéo. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'ils ont annoncé, donc présentation du modèle de progression des joueurs, déjà, il réexplique un petit peu le potentiel. Le potentiel, on l'a vu, chaque joueur a une note potentielle qui est mystérieuse, qu'on ne peut pas découvrir, qu'on découvre qu'au moment de la fin de sa carrière. Et cette note potentielle étant un attribut caché, elle est donnée au joueur dès sa création, elle ne peut pas évoluer. Donc, sa note potentielle est entre 1 et 99, ça paraît logique, et représente la note maximum que le joueur va avoir. Si vous avez un joueur à 65 de note générale quand vous le paquez et qu'admettons il a un potentiel de 80 ou 70, vous ne le saurez pas, mais ce sera intégré au jeu. Au niveau de ça, c'est assez basique, on découvre rien, c'est ce que j'avais expliqué dans la précédente vidéo tuto. Mais par contre, au niveau du cahier blanc, vous voyez, ils vont détailler un petit peu plus. Alors encore une fois, vu que c'est une annonce, je ne sais pas si c'est des chiffres qui sont définitivement cloués dans le marbre ou non, mais voilà un petit peu pour ce qu'ils disent. Donc au niveau des attributs, on voit là l'écart entre la note, donc OVR, c'est la note générale du joueur, et son potentiel. Et avec le pourcentage de chance, de probabilité que ça a au niveau du tirage du joueur. Donc vous voyez que finalement, au niveau du potentiel, il y a une 60% quand même de probabilité que votre joueur ait un potentiel à plus 1
entre plus 1 et plus 5. Donc c'est quand même très peu, mais c'est la grande majorité des joueurs qui auront entre 1 et 5, plus 1 ou plus 5 d'évolution entre la note à partir du moment où ils vont pop sur le jeu et leur note maximum dans le jeu. Donc vous le voyez, c'est quand même très peu. Pour le reste, on voit qu'entre plus 6 et plus 9, on est à 31%. Entre plus 10 et plus 15, on est environ à 7%. Et entre plus 16 et plus, on va être à 2%. Donc il y a très peu de joueurs qui vont avoir une évolution assez significative et qui va vraiment donner un joueur qui va partir à, admettons, 16 ans, 45, 50. Il y a très peu de joueurs qui vont dépasser les 75, voire même aller très loin sur les 80. Donc c'est réaliste, c'est classique, et ça paraît logique, même si on aurait pu s'attendre peut-être un petit peu plus, parce que 60% de joueurs qui ont entre plus 1 et plus 5, ça fait quand même une très petite évolution. Mais voilà, c'est comme ça. Encore une fois, c'est ce qu'ils disent, les écarts ne sont qu'indicatifs. Et ça dépend de beaucoup de facteurs, et on n'est pas à l'abri qu'éventuellement ça puisse évoluer. Pour l'instant, prenez ces chiffres comme quand même une base de référence. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et déjà, on comprend que voilà, les joueurs, ça va être très exceptionnel d'avoir un joueur qui va avoir entre plus 10 et plus d'évolution. On est vraiment sur à peine 10% des joueurs auront cette évolution. Donc, vous voyez que plus on va partir de loin en termes de notes, plus ça va être compliqué d'aller très loin avec ce joueur. Ça paraît logique, ça correspond à la vie réelle. Un joueur qui a déjà beaucoup de ballons, qui est très très doué quand il est jeune, forcément, il va pouvoir aller plus loin que quelqu'un qui part de beaucoup plus loin, qui est beaucoup moins doué, qui a peut-être moins le talent, la technique, la compréhension du jeu. Et donc, ça paraît un peu classique. Donc ça, cette première chose, on l'avait plus ou moins vue. Là, on a le tableau qui détaille un petit peu plus et qui nous donne une idée un petit peu du pourcentage d'évolution des joueurs et à quoi on peut s'attendre d'un joueur classique. Comme vous le voyez là, un joueur classique, ce sera une évolution entre plus 1 et plus 5 d'après ce qu'ils ont annoncé. Si vous êtes sur la fourchette haute, peut-être plus 9, plus 6, plus 9. Et après, pour les très grosses évolutions, là, on sera sur seulement 10% des top joueurs à peine. Et ce sera entre plus 10 et voire plus. Voilà, sur la carrière du joueur. Donc déjà quelque chose à prendre en compte. Il y a beaucoup moins de chances du coup qu'un jeune gris, par exemple, un jeune joueur commun, puisse atteindre le stade de légende. Comme je l'avais donné moi dans mon exemple qui prenait compte justement du visuel qu'ils avaient fait où le joueur partait, il me semble, du stade commun ou peu commun et finissait en légende sa carrière. Bon voilà, ça va être extrêmement rare. Ça peut être sur les 2% en ayant énormément de chance. Mais vous le voyez, ce sera que 2% de ces joueurs-là. Et encore, en général, je pense que pour atteindre un très haut level, il faudra partir d'un peu plus haut que le simple step de commun. Mais voilà un petit peu pour ça. C'est classique, c'est notre potentiel, un attribut caché. Voilà, c'est assez intéressant, mais c'est qu'un rappel. Ensuite, on passe sur l'âge d'or et l'âge de prédilection. Je ne voulais pas préciser, là on est sur une traduction que j'ai faite avec Google Traduction. Donc voilà, ce sera peut-être un autre terme, ce sera peut-être pas l'âge d'or ou l'âge de prédilection, mais ça, peu importe, ça n'a aucune importance. Au niveau de l'âge de prédilection, c'est l'âge idéal qui correspond à l'âge auquel le joueur atteindra 80% de son potentiel. À condition que leur gestion de carrière soit optimale, ça on avait vu, il va falloir gérer les carrières. Cet âge est masqué et généré de manière aléatoire, ce qui ajoute du réalisme en reflétant les années de performance maximale observées dans le football du monde réel. Donc voilà, vous avez un autre attribut qui vient s'ajouter que moi je n'ai pas vu dans le jeu. À voir est-ce que ça va être quelque chose qui va être ajouté un peu comme le potentiel et comme la forme physique, un petit point d'interrogation, ou est-ce que ce sera pas à proprement parler sur la fiche du joueur, mais que ce sera vraiment, voilà, ce sera pas notifié nulle part, même en attribut caché, mais ce sera en tout cas quelque chose de hyper important. Donc l'âge de prédilection, d'après la traduction, ce serait à cet âge-là que le joueur va atteindre environ 80% de son potentiel, donc il sera vraiment sur un développement qui sera quasiment terminé, même si les 20 autres pourcents, il les prendra petit à petit. Et en parlant de ça, vous voyez là, c'est ce qu'ils expliquent un petit peu sur un joueur. Donc l'âge de prime, voilà, ça dépend, on verra la traduction, mais
ce sera entre les 23 et les 28-29 pour la plus grande majorité des joueurs. Et en moyenne, ce sera à partir de 26 ans. Là, ils prennent l'exemple d'un joueur qui commence à 16 ans. Évidemment, ce sera certainement des courbes différentes selon les âges. Là, ils mettent aussi la courbe d'un joueur de 24 ans. Vous voyez que bon, bah voilà, c'est moins, comment dire, c'est moins significatif que la courbe de 16 ans qui est vraiment très évolutive et qui est assez logique. Là, vu qu'on part de plus loin, forcément, l'amélioration, elle est un petit peu boostée. Et vous voyez, aux 28 ans, il atteint son pic pour ensuite redescendre voilà, significativement. Donc, voilà, il y a un âge prime qui sera caché. Ce sera le moment où votre joueur il sera à son top niveau, il aura atteint déjà, enfin, c'est au top, il sera déjà au 80% de son potentiel. Pareil, ce sera un attribut caché. Donc, pareil, je ne pense qu'il ne sera même pas mentionné sur la fiche joueur avec point d'interrogation, comme peut l'être le potentiel par exemple. Donc, au niveau de ce qu'ils nous mettent, ils mettent définir un âge idéal pour un joueur, ajoute du réalisme, effectivement, et reflète les années de performance maximale observée dans le football réel, c'est ce qu'ils avaient dit aussi dans la petite intro que je vous ai lue. Cela introduit également une certaine variabilité dans le développement des joueurs et un parcours de progression différent, ce qui rend la gestion de carrière moins prévisible et plus engageante. C'est vrai que plus votre joueur il va atteindre cet âge de prime, cet âge prime, par exemple, deux joueurs avec le même potentiel, là c'est ce qui nous montre un petit peu. Il nous montre la progression de joueurs exactement, qui partent en tout cas du même point. Donc c'est des joueurs là qui ont, il me semble, dans cet exemple A, B et C. Donc les joueurs ont tous 18 ans, ils ont tous un général de départ à 60 et ils ont tous un potentiel à 80. Donc là en fait c'est des joueurs similaires, sauf que leur âge de prime est différent. Et vous voyez que là ça va être intéressant d'avoir un joueur qui va atteindre très vite cet âge de prime. Là le joueur de 18 à 20 ans il est déjà à son prime. Et donc, voilà, avec un minimum de jugeote, on voit que très tôt, il va pouvoir surclasser les deux autres joueurs, alors que finalement, ils ont la même note de base, le même âge et le même potentiel. Donc là, en fait, on parle ce qu'on pourrait appeler la précocité. On a un joueur très précoce, donc qui va vous tenir longtemps au très haut niveau, quand les deux autres joueurs vont mettre plus de temps à arriver au très haut niveau. Vous voyez que vous avez vraiment le joueur rouge qui, lui, va arriver... l'air de rien, 4 ans plus tard, donc dans la vraie vie, environ 4 mois plus tard, 4 mois plus tard dans la vraie vie, mais 4 ans plus tard dans le jeu, arrivera au même niveau arrivera à son prime et rattrapera un petit peu le niveau du joueur bleu. Et on parle même pas des joueurs qui vont avoir des primes qui vont être très 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 loin dans leur carrière. Là, celui-ci, ça doit être 30 ans, ouais, c'est ça, 30 ans d'âge de prime. Et vous voyez, lui, il a une évolution continue, mais finalement, il va pas vous servir, il va vous servir beaucoup moins longtemps, au même niveau en tout cas, que le joueur qui a un âge prime très très tôt dans sa carrière et qui donc va vous servir très longtemps, même si les trois joueurs arrivent au même niveau au final. Vous voyez, aux 32 ans, ils sont pareils, et voilà, donc ils arriveront au même niveau, mais bien plus tard, et donc ce joueur va vous servir énormément de temps, et il y a un niveau très très intéressant, alors que les autres auront peut-être besoin de plus de temps pour arriver dans votre équipe première si vous avez plusieurs équipes, par exemple. Donc ça, intéressant, là, l'ajout de l'âge prime ou l'âge d'or du joueur qui va lui permettre de très vite atteindre les 80% de son potentiel et ensuite évoluer plus gentiment, disons, dans sa carrière. Au niveau des exemples, là il parle de deux joueurs qui débutent 18 ans avec une note de 60. Donc le joueur a un potentiel de 80 tandis que le joueur B a un potentiel de 70. Donc il y a 10 d'écart entre les deux potentiels. Et en raison de leur âge prime, malgré la différence des deux joueurs en termes de potentiel, le joueur B progresse plus rapidement au début de sa carrière et après avoir atteint son âge de prédilection, donc son âge prime. La progression du joueur B stagne, tandis que le joueur A continue à progresser. Donc c'est logique, mais vous voyez que du coup, cet âge prime fait que l'écart entre les deux est moins conséquent en début de carrière, mais qu'après, par contre, il va extrêmement évoluer parce que le joueur B a plus de potentiel, le joueur A a plus de potentiel que le joueur B, même s'ils partent du même moment. Mais sur les premières années, entre leurs 18 et leurs 21 ans, les joueurs préféreront le player B, donc le joueur B,
mais que à partir des 22 ans déjà l'écart se fait, et pourtant il n'y a pas un gros écart de potentiel, mais quand même il y a un écart significatif qui fait que voilà, il y a ça aussi à voir. Les courbes de progression sont assez intéressantes. Il parle après rapidement des chemins de progression uniques. Donc chaque joueur va accumuler un certain nombre de points d'expérience pour qu'un attribut passe au niveau supérieur. Afin de rendre le jeu intéressant et amusant, chacun aura un gain d'XP, une évolution qui va différer. Donc ça après ce sera à voir, mais c'est un peu moins important, c'est juste que voilà, ça rajoute du réalisme. Vous voyez, 3 joueurs qui partent des mêmes bases au même âge, avec le même potentiel, voilà, ils vont évoluer différemment au niveau de leurs statistiques, ils vont gagner différemment selon le cas. Donc tout ça, ça offre que les carrières des joueurs ne seront pas linéaires et seront difficilement prévisibles. Déjà parce que l'âge prime va être caché, le potentiel va être caché, donc jusqu'à présent, il n'est pas prévu qu'on puisse un petit peu déterminer tout ça. Et en plus parce que les gains de stats vont être différentes selon les joueurs. Là, vous le voyez, ils mettent pareil un cas sur des notes des joueurs qui partent avec les mêmes notes, le même potentiel, etc. Donc, mais qui vont avoir des carrières différentes, et donc il va y avoir des gains qui vont être différents en termes d'XP dans les stats, et donc chaque joueur va avoir une évolution qui va être différente. Vous le voyez, le premier il gagne très peu, par exemple en shoot, il est à plus 9, alors que le K3 il est à plus 12, et il y en a qu'un qui est par exemple à plus 4. Donc tout ça, ça va éviter ça va limiter le côté prévisible des choses qu'on peut avoir et qui un petit peu, je dirais, gâcherait le jeu. Et ça va dépendre de plusieurs choses. On va voir au niveau de la répartition des XP. Ils en parlent là très succinctement. Le joueur gagne de l'XP en s'entraînant et en faisant des matchs. Ça, c'est les deux choses pour gagner de l'XP. On va rentrer plus dans le détail après. Mais voilà les deux façons de gagner de l'XP. En sachant que, et c'est dit dans le white paper, au niveau de l'XP gagné lors des matchs et des entraînements, ils vont être répartis, une partie de l'XP va être répartie de manière un petit peu automatique sur chaque attribut, donc c'est à dire que vous allez gagner un petit peu dans tous les attributs, et une seconde partie, la partie restante, là c'est ce qu'ils vous mettent, la partie restante, qui peut varier, donc ça à voir en quoi ça peut varier, va être distribué en fonction des attributs clés par joueur par poste. Donc ça, on en a parlé dans la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, mais je vous mettrai là, si j'y pense, le petit tableau récap à l'écran, il va s'afficher, vous mettez sur pause, ça vous permet de regarder les attributs clés par poste, mais ça veut dire que y a une partie qui va être aléatoire, mais à côté de ça, il y a une autre partie qui va être dans les attributs clés, et ça c'est important, ça vous évite de, si tout était aléatoire, par exemple, si vous avez un défenseur central, si dans sa carrière il prend tous ses points en dribble et en tir, bah pour vous ça va vous servir à rien, parce qu'un défenseur central on lui demande pas de tirer et de centrer, et de dribbler, pardon. C'est pas vraiment le but d'un défenseur central. Par contre, là ils vous disent, ils vont tous évoluer, au niveau des stats, tout peut évoluer, mais ce sera cohérent par rapport au poste du joueur, et ça c'est hyper important, donc ça rajoute un petit peu de cohérence. On se dit pas, bah voilà, je prends un défenseur central, admettons gris, parce que j'aimerais le faire évoluer pour qu'il passe sur peu commun, donc vert, donc j'aimerais qu'il prenne 3-4 de notes. Admettons vous prenez un joueur qui est à 62 de général, vous voulez le faire passer à 75, qui passe un niveau de rareté, soit pour la revente, soit pour votre club tout simplement, et vous le prenez normalement avec des stats cohérentes par rapport à ce que vous attendez d'un défenseur. Et ça vous garantit que ces stats cohérentes, bah, s'il doit évoluer selon son potentiel, mais s'il doit évoluer, bah, il y aura une partie cohérente de ces stats qui iront sur les choses importantes à ce poste. Donc ça c'est hyper important. Au niveau de la progression, c'est pas une progression complètement aléatoire, c'est quelque chose de sensé. Et ça, c'est totalement bien de la part de MFL de faire ça, je trouve. Ensuite, comment les joueurs peuvent progresser? Donc, il y a plusieurs choses pour progresser, je vous l'ai dit, les matchs et ce qu'ils appellent la formation, mais voilà, c'est l'entraînement au final. Donc, les joueurs gagnent plus d'XP à mesure qu'ils participent à des matchs. Donc, il va y avoir le temps de jeu qui va être important, et le niveau en termes de match des adversaires. Ça, c'est deux choses hyper importantes.
On va se repencher un petit peu sur le white paper qui est hyper important à mon sens et qui apporte pas mal, qui nuance un peu plus tout ça. Donc vous le voyez, va y avoir déjà le temps de jeu dans les matchs. Donc là ils nous mettent un tableau à titre indicatif. Voilà, encore une fois, je ne sais pas si les chiffres sont définitifs ou non, mais l'importance du joueur va être définie par son temps de jeu dans la saison. Un joueur qui va jouer seulement 10% des matchs, ça va être vu comme un joueur fringe. Alors je traduis ça par joueur secondaire ou de secondaire, je dirais. Il va gagner que 18% de l'XP des matchs gagnés. Un joueur qui va jouer 35% des matchs minimum, ça va devenir un joueur de rotation et lui déjà il va gagner beaucoup plus d'XP. Et un joueur qui va jouer 80 à 50% des matchs, évidemment ça va encore augmenter. Le mieux étant 80% des matchs pour qu'il gagne 100% de l'XP. Si vous faites une finale de coupe, ce sera un petit peu plus, donc ça peut dépasser les 100%. Et un joueur classique de votre équipe qui joue 50% des matchs, il va gagner 80% de l'XP de base de match, en sachant que le calcul est réalisé sur le nombre de matchs réalisés lors de la phase de groupe de l'IMFF Cup et de la ligue, voilà, de la phase aller-retour de la ligue. On l'a vu aussi, ils ont annoncé que potentiellement les premiers passeraient directement lorsque les montées-descentes seront implantées dans le jeu. Les premiers monteraient directement, les deuxièmes auraient un match de barrage à jouer, et les troisièmes auraient 2 matchs de barrage, il me semble, à jouer. Alors de mémoire à confirmer sur le nombre de matchs exact, mais il y a un système après de montée-descente, de promotion, qui sera joué par le deuxième et le troisième de chaque ligue pour essayer d'aller au-dessus. Donc ça veut dire que ces matchs-là, ils vont vous rapporter de l'XP si vous les jouez. Si vous finissez troisième par exemple, vous avez, admettons que vous ayez 2 matchs à jouer pour monter, et bien potentiellement ça va vous rapporter plus d'XP parce que vous allez jouer les matchs. Pareil, si vous passez les phases de classement de groupe de l'IMFF Cup, bah quand vous allez faire 16e, 8e, quart de finale, demi-finale, bah ça va vous rapporter aussi de l'XP. Donc ça, c'est important. Et vous avez l'entraînement donc régulier qui va venir s'ajouter à ça et qui va venir un petit peu, vous allez prendre de l'XP pareil par rapport à votre temps de jeu et l'entraînement régulier que vous donnez à vos joueurs. Seconde petite chose qui est très importante, c'est comment vos joueurs vont se comporter en match. Là on le voit, les bonus de pénalité de notation des joueurs. Vous le savez, chaque joueur, quand il joue un match, il est noté, c'est note sur 10, donc ça va de très bas à 10 sur 10, voilà. Et selon cette note, vous aurez aussi soit un bonus, soit une pénalité sur l'XP. Donc ce qui est très réaliste, parce que finalement, un joueur qui va être très mauvais toute la saison, même s'il joue beaucoup de matchs, eh bien, il va avoir une XP, il va gagner plus d'XP parce qu'il aura le bonus de temps de jeu. Mais par contre, il va être pénalisé par rapport à sa note moyenne sur la saison. Sa note de match moyenne sur la saison. Et donc, ça va être mauvais pour lui. Ce sera moins bon en tout cas qu'un joueur qui va jouer peut-être un petit peu moins de matchs, mais qui lui va faire des très bonnes prestations à chaque fois qu'on va faire appel à lui. Donc vous le voyez, à partir de 6,5, vous n'avez pas de pénalité. Et après, ça va de 0 à 35% et de 0 à moins 33% pour les plus mauvais joueurs. Donc ça, important d'avoir des joueurs qui se comportent bien en match et qui soient décisifs ou en tout cas aient des bonnes statistiques pour venir appuyer la progression. Et c'est totalement en adéquation avec la réalité, de toute façon, des choses sur le football en général. Ensuite, il parle de la formation, donc l'entraînement. Donc il faut qu'il soit régulier, il est essentiel au développement des joueurs. Donc déjà ça applique une chose, c'est que tous les agents qui vont garder des joueurs qui ne prêteront jamais, qui les mettront de côté, ces joueurs-là, ils pourront pas jouer l'entraînement. Donc déjà, si votre joueur n'est pas dans un club, même si c'est un très bon joueur légendaire, il va pas s'entraîner, il va pas progresser avec l'équipe, vu qu'en plus il va pas jouer de match. Donc les joueurs participent aux séances d'entraînement quotidiennes, les équipes gagnent de l'XP en travaillant sur leurs compétences. Dans un premier temps, un seul mode d'entraînement automatisé sera disponible. Les prochaines itérations permettront aux managers d'adapter leur programme d'entraînement. Donc c'est ce qu'ils disent un petit peu dans le white paper. Vous voyez, dans un premier temps, un seul mode d'entraînement sera disponible et ils vont essayer de développer ça pour qu'on puisse aller sur des entraînements spécifiques qui vont pouvoir améliorer nos joueurs
plus ou moins peut-être plus sur du physique, sur de la défense. Ça va être très intéressant. Mais voilà, ça c'est quelque chose sur lequel ils y pensent, mais c'est pas encore en projet, et en tout cas c'est pas concret, et donc ils ne l'annoncent pas pour l'instant. Donc voilà un petit peu donc pour les améliorations. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est soit en match, soit par rapport à l'entraînement régulier qu'ils vont faire. Il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais un petit peu qu'on parle, parce que c'est très important, et c'est sur la fin de ce qu'ils mettent. C'est l'efficacité de l'entraînement est affectée par la note générale, les notes générales des joueurs par rapport à ses coéquipiers. Si un joueur se démarque clairement du reste de l'équipe en termes de compétences, sa progression à l'entraînement ne sera pas aussi significative. De plus, si l'énergie du joueur descend en dessous de 60%, donc attention, il faudra faire de la rotation. De toute manière, vous avez tout intérêt à faire de la rotation avec le système de gain d'XP par match, par rapport à leur statut, joueur secondaire, joueur de rotation, etc. Ce joueur ne participera pas à l'entraînement et ne recevra aucun XP d'entraînement jusqu'à ce que son énergie soit reconstituée. Donc, tous les joueurs qui mettent toujours la même équipe, par faute, c'est pas un jugement de valeur, hein, ça peut être par faute de moyens ou parce que vous n'avez pas de rotation. Bref, c'est pas la question, c'est pas de pointer du doigt, mais c'est de dire attention, si vous faites ça en ce moment, si vos joueurs, dès qu'ils seront en dessous de 60, ils progresseront plus à l'entraînement. En plus, potentiellement d'être moins bons au match, donc d'avoir des moins bonnes notes globales sur la saison, ils vont pas faire d'entraînement parce qu'ils auront besoin de repos, et donc ils vont pas gagner l'XP qu'ils auront eu pendant leur entraînement. Donc là, il y a un aspect de gestion qui va être importante. Autre chose, au niveau du général, les équipes qui seront trop déséquilibrées. Par exemple, vous êtes un joueur, vous jouez en Stone League. Vous allez avoir des joueurs, vous avez 2 légendaires, et après tout le reste c'est du peu commun et du commun. Mais vous vous dites, vas-y, je mets all-in sur 2 légendaires que je paye très cher, et je les mets comme ça, je vais vite monter, etc. Attention, ça va impacter leur progression. Parce qu'en fait, c'est ce qui met un petit peu lacune en matière de talent. Voilà, c'est là qu'ils mettent ça, il me semble. Ils vont se baser sur la note moyenne de vos 16 meilleurs joueurs. Donc le but pour vous, c'est que vos 16 meilleurs joueurs, ils aient un niveau équivalent. C'est-à-dire qu'ils soient, admettons, entre 70 et 75. Admettons, je vous donne un exemple. Parce que vous le voyez, par rapport à la différence entre la note générale du joueur et la moyenne des 16 meilleurs joueurs de votre équipe, vous allez recevoir des pénalités de gain d'XP. Et ça veut dire que si votre joueur il a 2 points supérieurs de la moyenne de vos 16 meilleurs joueurs, il va perdre un petit peu au niveau de l'XP de match. Donc il va perdre quelques XP. Très vite, ça devient significatif parce que déjà, 6 d'écart, ça vous met moins 17% de pénalité. Donc ça va être déjà un gros frein à la progression du joueur. Donc le but, ça va être de créer des équipes qui vont être cohérentes et qui vont être homogènes. Essayez plus tard dans vos équipes, à part si vous vous dites, moi je vais mettre beaucoup d'argent dans le jeu, je veux très vite aller, je sais pas, moi par exemple en Diamond League, dans ce cas-là, effectivement, si vous partez de Ice League, vous allez mettre beaucoup d'argent, vous allez faire une équipe énorme de monstres, et du coup, même si vous faites des choses un petit peu dépareillées, dans le sens si vous avez 4 légendaires, 3 ou 4 rares, 5 peu communs, bon, il y aura des malus, donc ils progresseront moins, mais bon, ça vous permettra de monter vite. Mais plus tard, quand vous allez pérenniser votre club et votre équipe, l'idéal, ça va être d'aller chercher une équipe homogène en termes de notes, en tout cas sur vos 16 meilleurs joueurs. Il faut que vos 16 meilleurs joueurs ils soient à peu près dans la même fourchette de notes. L'idéal, c'est d'avoir maximum 2 d'écart entre vos joueurs, mais bon, c'est compliqué, ce ne sera pas évident. Mais voilà, en sachant que ça va pénaliser vos meilleurs joueurs, mais vos joueurs les moins bons ne seront pas pénalisés pour le coup. Et pareil, ce qui est important aussi de dire, deuxième point, dans cette pénalité d'XP, c'est que pour chaque joueur, la note globale à son poste principal est comparée à la moyenne des notes de l'équipe adverse. À leur poste principal, leur note à leur poste principal. Si la moyenne générale d'un joueur dépasse la moyenne de l'adversaire, il subit aussi des pénalités d'XP de match. Cette pénalité augmente avec la différence croissante des notes générales. Lorsque les différences des générales est faible, la pénalité est minime. Cependant, à mesure qu'elle évolue, forcément la pénalité est énorme. Donc ça va être hyper important. C'est pour ça que vous avez l'entraînement régulier, vous avez des pénalités par rapport à la moyenne de vos joueurs à vous. Et lors des matchs, vous avez une pénalité
par rapport à la moyenne des joueurs adverses. Donc, vous avez plus intérêt à avoir un club énorme qui va jouer dans des toutes petites ligues en vous disant ouais, je vais blinder de joueurs énormes dans une petite ligue, comme ça je vais tout gagner. Oui, mais par contre, enfin potentiellement, mais par contre, tous vos joueurs ils vont pas avancer quoi, leur progression va être très ralentie. Et d'autant plus si vous avez des équipes qui ne sont pas homogènes en termes de notes. Donc là, il y a vraiment deux choses importantes, c'est de se dire avoir une équipe en cohérence avec la ligue dans laquelle on joue, le niveau de notre ligue, et avoir une équipe cohérente en elle-même par rapport aux notes que j'ai dans mes joueurs, dans mon effectif, notamment sur mes 16 meilleurs joueurs. Donc tout ça, ça va être à prendre en compte et c'est très très important au niveau de tout ce qui va être création de quelque chose de cohérent. Ça va permettre aussi que le jeu soit équilibré. En théorie, quand on va lancer les montées-descentes et les évolutions de joueurs, en théorie, on va très vite se retrouver avec des championnats qui vont être homogènes en termes de niveau. Il y aura une vraie compétitivité. Vous n'allez pas vous retrouver dans un championnat Ice en Ice League avec des joueurs qui vont avoir des légendaires ou pas mal de rares, voire même des peu communs à outrance. Et du coup, vous serez totalement dépassé par leur niveau. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et enfin, on va avoir le système un petit peu des lacunes. Qu'est-ce qui peut venir encore plus réduire ou peut-être stopper l'évolution des joueurs? Ça va être deux choses, ça va être le vieillissement, c'est ce qu'ils disent. Plus les joueurs vieillissent, plus leur capacité à gagner de l'XP diminue, en particulier après avoir atteint 30 ans. Voilà, donc à partir de 30 ans, il faut vous dire que le joueur soit ne progressera plus du tout, ou quasiment plus. Donc ça, c'est logique. C'est plus ou moins logique même d'ailleurs selon les postes par rapport à la vie réelle, mais forcément le joueur se développe mieux jeune et il a un pic de maturité dans lequel il va stagner, ça c'est normal. Et enfin, la modification de rareté ou le général élevé. Donc forcément, plus votre joueur va être sur un général élevé, plus ça va être lent à augmenter, plus ça va être difficile à augmenter. Et pareil pour le changement de rareté. Donc quand vous allez être sur un changement de rareté, donc vous allez passer de 64 à 65 ou de 74 à 75 de notes, et donc votre carte va se transformer en une autre rareté, il y aura une difficulté supplémentaire, donc peut-être ce sera un peu plus long, ou peut-être que certains joueurs ne pourront pas passer ce gap. Donc ça c'est hyper intéressant, et hâte de voir quand ce sera mis en place dans le jeu. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait à dire sur cette grosse annonce faite par MFL qui est quand même très intéressante. Si on récapitule un petit peu au niveau de toutes les informations qu'on a eues, parce que là c'est assez dense, j'ai essayé vraiment de rentrer dans tous les détails pour que vous ayez tous les éléments pour comprendre un maximum. Évidemment, n'hésitez pas à aller lire l'article et les deux articles que je vous mettrai en description de la vidéo. Sachez que voilà, le potentiel est confirmé. Comme vous l'avez vu sur les tableaux, il évolue plus ou moins facilement, mais la grande majorité des joueurs évolueront entre plus 1 et plus 5 entre leur général actuel et leur potentiel. L'âge d'or va être une nouvelle chose à prendre en compte, le prime age va être important, ça signifiera l'âge auquel votre joueur va atteindre 80% de son potentiel, donc il aura atteint quasiment son niveau final, et la répartition d'XP va être donnée de manière équilibrée dans les stats, une partie globale et une partie dans les stats importantes pour son poste, et ça c'est vraiment très important. Le gain d'XP se fait soit en match, soit en entraînement. Pour maximiser votre gain d'XP au niveau de vos joueurs, il faut que le joueur joue dans une équipe qui a son niveau, que les 16 meilleurs joueurs aient une note moyenne équivalente, quasiment équivalente à celle de votre joueur. Il faut qu'il joue dans une équipe qui joue dans un championnat avec des adversaires qui ont aussi des notes moyennes à son niveau. Et il faut qu'il joue un temps raisonnable, le maximum possible, pour avoir un meilleur bonus de match et fasse des bonnes prestations avec des bonnes notes de match pour vraiment booster sa progression. Enfin, vos joueurs auront un stop de progression à partir du moment où ils atteindront un passage de rareté, donc comme je l'ai dit entre 64 et 65 par exemple, ou lorsque vos joueurs seront très âgés, à partir environ des 30 ans la progression sera quasiment terminée, et où lorsque leur général augmente, plus leur général évidemment augmente, plus il est dur de passer
les steps de niveau, en sachant que toute évolution de joueur sera totalement aléatoire et lui sera propre, même sur des joueurs ayant le même âge, le même entraînement, le même match et le même potentiel. Il y a des évolutions qui se feront sur des statistiques qui seront différentes selon les joueurs. Donc tout ça, ça rajoute vraiment quelque chose d'assez énorme dans le jeu. Moi, je suis hyper hypé par ça. Donc voilà, je remercie MFL de nous offrir tout ça parce que ça promet vraiment de super parties et un très bel avenir. J'invite tous les joueurs de MFL qui sont chevronnés et pourquoi pas l'équipe MFL à me corriger si j'ai fait des erreurs sur cette vidéo, notamment via les commentaires, ou en tout cas pour les joueurs, en tout cas, me poser des questions si vous êtes débutant, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Moi, je vous laisse les liens et vous pouvez vraiment tout lire à tête reposée. J'ai essayé d'être le plus complet avec ce petit récap à la fin pour que vous ayez à peu près les infos. Ça peut évoluer, évidemment. Je pense que tout n'est pas figé. Ça arrivera 4e trimestre 2024, donc ça va arriver très vite. J'ai vraiment hâte. Écoutez, merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là au niveau de la vidéo. Et évidemment, je vous souhaite de bonnes parties sur MFL. Pour les débutants, il y a toute une série de tutos, de playlists. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist pour les débutants. Et si jamais vous n'avez pas commencé votre aventure MFL, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Ce sera super sympa pour ceux qui le feront. Et vous êtes tous les bienvenus sur le Discord, évidemment. Il est très peu actif, on est surtout actif sur X. Mais voilà, une fois que le Discord sera lancé, si ça marche bien et qu'il y a beaucoup d'échanges, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne partie, une bonne journée manager ou agent. Et je vous dis à très bientôt sur MFL. Allez, ciao!